Le Maroc face au stress hydrique, l'urgence d'agir ensemble. C'est la thématique d'un webinaire organisé par la coalition marocaine pour l'eau, COALMA. L'intervention de cadrage pour ce webinaire de M. de Moulay Idriss Hasnaoui, chef de division des ressources en eau à la direction générale de l'eau du ministère de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau et secrétaire général de la COALMA. Monsieur Hasnaoui dit, et je le cite, que sur le plan quantitatif, le Maroc passe de la gestion de l'abondance à la gestion de la rareté pour mieux se préparer par la suite à la gestion éventuellement de la pénurie. Et que sur le plan culturel, le Maroc passe de la gestion traditionnelle à la gestion de la modernité. Sur le plan technique, le Maroc passe de la gestion de l'offre à la gestion de la demande, tandis que sur le plan économique, il passe de la gestion de la gratuité à la gestion de la valorisation. Et M. Hasnaoui de conclure ce petit chapitre-là, que le Maroc passe de la gestion du gaspillage à la rationalisation. Et M. Hasnaoui de préciser qu'il y a beaucoup de choses qui restent encore à améliorer et encore à tous les niveaux. J'avoue quand même que en écoutant cette intervention-là, je suis agréablement surpris d'apprendre que durant les années d'occupation, c'est-à-dire entre 1912 et 1956, le Maroc n'a eu que 14 barrages, surtout destinés à produire de l'électricité. Et la capacité de rétention de ces barrages-là était de à peu près 2 milliards 200 millions mètres cubes. Entre 1956 et 1967, deux autres barrages ont été ajoutés à la panoplie pour porter la capacité de rétention de ces barrages-là à 2 milliards 200 millions de mètres cubes. Il a fallu attendre quand même la politique de barrage lancée par feu Hassan II en 1967 pour que le nombre des barrages au Maroc passe de 16 à 145 grands barrages. Je ne le savais pas, je viens de l'apprendre à travers ce webinaire-là, avec une capacité de rétention de pratiquement 19 milliards de mètres cubes. Mais ce qui est un peu inquiétant en ce qui concerne cette politique de gestion de l'eau, c'est la multiplication des forages qui touchent la nappe phréatique, et non pas seulement la nappe phréatique superficielle, entre guillemets, mais qui vont aller chercher les nappes phréatiques fossilisées. Et ça, c'est inquiétant aussi bien pour cette eau qui ne se
renouvelle pas. Bon, à côté de cette exploitation plus ou moins anarchique des nappes phréatiques qui font baisser les niveaux des aquifères dans plusieurs régions du Maroc, il y a un transfert d'eau de zones supposément excédentaires vers des zones déficitaires. Ça, c'est le décideur qui parle ainsi. Je cite le cas, par exemple, de la région de Tadla, où on a construit des canaux, un canal de transfert de l'eau excédentaire, soi-disant, vers la région de Marrakech, alors que cette région-là, de Moussa, etc., quelquefois souffre de manque d'eau. N'en parlons pas de maintenant. Maintenant, c'est encore catastrophique. Ça a commencé depuis des années. Alors, va falloir peut-être gérer ça. D'autant plus qu'on transfère actuellement de ces zones soi-disant excédentaires un débit pratiquement de plus de 200 000 mètres cubes par seconde, ce qui est beaucoup. Mais il faut rester quand même positif. Il y a beaucoup de choses vraiment intéressantes. Extraordinaires qui ont été réalisées durant ces années-là. L'eau potable, par exemple, dans l'urbain, pratiquement l'accès est quasi généralisé. Dans le monde rural, le taux d'accès est presque de 100%. Il y a aussi la mobilisation des ressources en eau non conventionnelles. Donc, on donne un exemple, la capacité de dessalement qui est maintenant qui était en 2020, c'est-à-dire il y a 2 ans, à 11 millions de mètres cubes par année. La capacité de recyclage aussi des eaux usées, traitées, qui est de 38 millions de mètres cubes par année. On commençait aussi à collecter les eaux pluviales. On est en train de renouer avec les traditions marocaines, je me rappelle, moi, lorsque j'étais petit, les mutfia qu'on remplit avec la cadence des crues. Ce sont des réservoirs d'eau douce qui durent à peu près une année. Peut-être que dans les zones arides, semi-arides, ce serait une expérience à développer dans l'avenir. Ceci dit, il ne faut pas non plus oublier que à l'horizon 2000, le million d'hectares annoncé par Hassan II a été atteint et que 20 ans après, sous le règne de son fils Mohamed VI, la capacité a été doublée, c'est-à-dire qu'on est actuellement à 2 millions d'hectares irrigués. Ce qui pourrait peut-être être un petit cheveu sur la soupe, c'est le fait que la plupart de ces superficies qui ont été développées par la suite sont destinées à des cultures pour l'exportation, et ce sont généralement des cultures consommatrices d'eau, telles que l'avocat, telles que la tomate, telles que les pastèques, etc. C'est des choses peut-être qu'il faut revoir. Mais restons sur le positif. L'hydroélectricité, par exemple, elle a atteint
C'est peu pour le Canada par exemple, mais c'est beaucoup pour le Maroc. C'est 1730 mégawatts. C'est assez quand même grandiose pour le Maroc. Ce qui fait un peu tiquer en ce qui concerne la gestion de l'eau au Maroc quand même, c'est la gouvernance. Euh, Selon l'exposé de M. Hesnaoui en ce qui concerne la gestion de l'eau. Et ça, ce n'est que la pointe visible de l'iceberg. Et dans cette pointe visible de l'iceberg, on trouve un Conseil supérieur de l'eau et du climat. On trouve une commission interministérielle de l'eau. On trouve un conseil des bassins, on trouve des commissions provinciales préfectorales de l'eau, et on pourrait ajouter par la suite, c'est-à-dire à partir de 2020, je ne sais pas si ça a été fait ou encore en gestation, on va ajouter peut-être les instances des contrats locaux de gestion participative de l'eau. En ce qui concerne les instances de planification et de décision sectorielle, alors là, il y en a beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Après, il y a les établissements publics et opérateurs privés, gestion et utilisation de l'eau. En ce qui concerne la production de l'énergie, il y a l'Office national de l'eau et de l'électricité, branche électricité, Massen, pour... oh là là, ça fait beaucoup. Et il y en a d'autres. Il y a un adage marocain qui dit, lorsque il y a plusieurs sages-femmes pour un accouchement, le nouveau-né risque de naître borgne. الأكثر وقل الدين المولود يقدر يخرج عور. Un intrus se fait inviter de lui-même dans la fête pour semer la pagaille et il ne s'agit ni plus ni moins que des changements climatiques. Moulay Idriss Hesnaoui, en parlant de ces changements climatiques-là et de leur impact négatif, donc comme exemple le barrage Al-Qansra, dont la capacité a chuté pratiquement de plus de 55% en l'espace de 73 ans. Alors, cet intrus-là, d'office, oblige les Marocains à revoir leur vision en ce qui concerne les spécificités des usages des ressources hydrauliques au Maroc. Il y avait l'alimentation en eau potable et industrielle, contribution à la sécurité alimentaire, c'est-à-dire ça c'est dans le monde de l'agriculture, production de l'énergie, c'est les barrages hydroélectriques, amélioration des conditions de vie, il y a aussi la création des zones humides, ça ce qui est en usage au Maroc. Et il y a des usages qui étaient encore possibles avant cet aléa des changements climatiques. Il s'agit de l'utilisation de l'eau pour les loisirs et pour le développement des cultures biologiques, ce qu'il faudrait peut-être accepter de remettre en cause, c'est-à-dire il faut qu'on accepte, selon l'auteur là, à ce que certains usages soient arrêtés
momentanément et agir par priorité. Mais peut-être en agissant par priorité, peut-être qu'il faudrait revoir le fait d'utiliser de l'eau pour l'alimentation de certains procédés industriels comme le transport des phosphates par siphonnage en mélangeant les phosphates avec de l'eau qui est puisée dans les nappes phréatiques de la région de Bnémir et je crois que maintenant c'est dans un barrage situé du côté de Zaouid Cheikh. Un autre problème qui vient de s'ajouter, enfin pour pouvoir diminuer la capacité de stockage des eaux, pour le Maroc, il s'agit ni plus ni moins que de l'envasement des barrages. Et ça, c'est un problème d'autant plus, d'autant plus important que actuellement il diminue la capacité de stockage des barrages d'environ 10%. D'ici 2050, il est prévu que cette diminution atteigne 35% et pourrait atteindre 50% aux horizons de la fin du siècle. C'est probablement des estimations plus ou moins optimistes. Pourquoi nous disons ça? C'est parce que tout simplement lorsqu'on regarde les photos satellites, les images satellitaires, on se rend compte que les bassins versants sont pratiquement dénudés, ce qui augmente le risque d'envasement, d'autant plus que les modèles de changement climatique prévoient que les pluies sont de plus en plus rares, d'accord, mais lorsqu'elles tombent avec une force d'orage et de tempête. Alors, nous prenons comme exemple, pour illustrer ce phénomène-là, la région de Tedlar et la région de Sragna, où il y a en amont certains barrages et en aval un grand barrage du nom de El Messira. En amont, le barrage d'Eit Adel, le barrage bien sûr de Bilwiden, le barrage qui est situé dans la région de Zaouid Cheikh, le barrage de Messira, on en a déjà parlé, et le barrage du côté de Dmnet sur Ouad al-Khdar. Tous ces barrages-là, lorsqu'on regarde, on peut voir les photos par la suite, autour de ces barrages-là, pratiquement, il n'y a pas de verre. C'est tout simplement parce que les versants, les bassins versants directs sont quasiment dénudés de végétation. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un agronome, ça reste un peu à vérifier. Il m'avait un jour dit que bon, lorsque il y a un barrage, il provoque une certaine évaporation et la végétation autour, elle essaie de se mettre au diapason, ce qui fait que dans cette lutte-là pour pouvoir se mettre au diapason de l'humidité développée par le barrage, la végétation finit par mourir. Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais je rapporte ce qui m'a été dit. Et si on regarde sur les images satellitaires, pratiquement tous les barrages, que ce soit le barrage de Bilwiden, que ce soit le barrage de Eit Adel, que ce soit le barrage du côté de Dmnet, toujours autour
toujours autour, pratiquement, c'est des belles couleurs, mais malheureusement, ça n'augure pas de quelque chose de bien. Le problème, il est d'autant plus grave que les retenues des barrages, ça assèche les lits et les cours d'eau des rivières sur lesquelles ces barrages ont été construits. Vu la demande en immobilier du pays, c'est qu'on a besoin de sable et de gravier. Alors du moment que les rivières ont été plus ou moins asséchées, alors qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher le sable, le gravier dans les lits des rivières. Et je vais vous présenter une vidéo sur ce phénomène-là. C'est anarchique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que des lois existent pour pouvoir lutter contre cet anarchisme-là. Sauf que apparemment, ben, je n'accuse personne, je ne cite personne, apparemment ces lois-là ne sont pas du tout respectées, ne sont pas du tout appliquées. Juste comme exemple, là, on impose à quiconque qui a reçu une autorisation pour pouvoir aller exploiter une carrière de sable dans le lit d'un cours d'eau, de faire un plan côté avant et un plan côté après le contrat pour qu'on puisse calculer le sable qu'il a extrait et que normalement ça lui a été imposé avant. Ce n'est pas du tout respecté. Comment est-ce que je peux dire ça? J'étais allé moi-même personnellement sur des cours d'eau qui qui versent directement dans certains barrages là. Je vais dire pourquoi par la suite, c'est grave. Et lorsque les machines là, les excavatrices là, me voient approcher, ils arrêtent de creuser, mais ils attendent qu'on fasse demi-tour pour qu'ils commencent à le faire. Pourquoi c'est grave? Parce que ces sables-là et ces graviers qu'ils enlèvent, ces sables-là, ils étaient comme un amortisseur pour les crues. Lorsque il pleut très fort, ces sables et ces graviers permettent alors de pénétrer pour pouvoir alimenter la nappe phréatique, d'accord? Et ça permet aussi de freiner et d'éviter, premièrement, des inondations plus ou moins graves, et surtout ça évite l'érosion et ça évite le transport de la boue, de l'argile vers vers les barrages, d'où l'exacerbation de l'envasement de ces barrages-là. Donc, il y a ce phénomène-là qui n'est pas négligeable, mais je ne veux pas non plus passer sous silence ou bien mettre de l'ombre à un phénomène aussi grave, sinon plus grave, c'est celui de la déforestation des bassins versants. Et nous pouvons voir sur les images satellites là que pratiquement il y a plus de verdure dans les bassins versants. Dans les bassins versants, lorsque la pluie tombe, il y a en premier lieu un petit ruissellement superficiel. Et lorsque c'est-à-dire les pentes sont couvertes d'herbes et sont plantées d'arbres, ça facilite l'infiltration dans les zones non saturées d'eau. D'accord? Et
à travers ça aussi, il y a un autre écoulement qui se fait et cette infiltration permet de saturer une zone enfin plus basse et une fois saturé, ça permet un autre écoulement vers les talvecs, c'est-à-dire vers les cours d'eau qui vont alimenter le barrage. Sauf que lorsqu'il n'y a pas de végétation, lorsqu'il n'y a pas d'arbres, alors qu'est-ce qui se fait? C'est le ruissellement superficiel qui prédomine, ce qui fait que la pluie tombe, qu'est-ce qu'elle fait? Automatiquement, elle commence à ruisseler sans pouvoir pénétrer plus loin. Et comme l'eau, quand même, elle possède une certaine énergie, elle commence à grignoter, ça cause de l'érosion et ça cause des glissements des terrains, des transports enfin d'argile, etc., etc. Donc on se ramasse avec des scénarios plus ou moins catastrophique. Une toute petite contribution à ce débat-là. Il s'agit d'intensifier le revêtement vers des bassins versants par une arboriculture et de l'herbe peu vorace en eau. Il y a des genres dans la région de Sada, par exemple, il y avait le jujubier qui avait joué un grand rôle pour pouvoir préserver la terre arable face à certains vents très forts. Je me rappelle, moi, dans les années 60, avant l'irrigation, à partir de 4 heures d'été, c'est de tempêtes de poussière. Et les habitants des montagnes avoisinantes, pratiquement vers 4 heures, c'était un spectacle. C'était un spectacle pour eux. Ils s'assoient, ils regardent la plaine au-dessus de leur pays en train d'être inondée par cette poussière-là. La région du Tedla, par exemple, d'où je viens, là, risque d'avoir pire si le barrage Bulwiden s'envase à outrance et s'il n'y a plus d'irrigation dans la région. Avant, il y avait le jujubier qui maintenait la terre. Maintenant, il n'y en a plus là. On l'a enlevé pour pouvoir faire les cultures qu'on a faites. Si l'eau disparaît, cette région-là, Bni Moussa, va devenir pratiquement un petit désert à l'intérieur du Maroc, ce que je ne souhaite pas. Donc, je l'avais, je crois, dit, il faut instaurer une série de petits barrages en vase communicants en amont des grands barrages actuels qui sont en train de s'envaser. Et ces petits barrages-là qui vont communiquer entre eux vont communiquer avec le barrage en aval qui envoie dans vasement pour pouvoir le sauver éventuellement. Et ces petits ouvrages-là permettront peut-être de diminuer l'érosion et de permettre aux versants de pouvoir régénérer une certaine arboriculture pour pouvoir maintenir la terre, les limons sur place. Je pourrais aussi parler en aval de ces barrages-là, de la multiplication des barrages collinaires pour pouvoir alimenter la nappe phréatique et également de pouvoir éviter l'érosion
dans des terrains dénudés face aux premières pluies ou face aux pluies plus ou moins orageuses qui vont peut-être se multiplier par la suite. Préconisons également de serrer le contrôle de l'exploitation des sables dans les lits des cours d'eau en général, parce que vraiment ça porte un grand préjudice aussi bien pour les barrages que pour l'alimentation des nappes phréatiques. Et il serait peut-être temps de pouvoir remettre en cause la culture intensive en vue de l'exportation de certaines certains fruits, certains légumes, grandes consommatrices d'eau. On cite l'avocat, le melon d'eau, c'est-à-dire le pastèque, les tomates, etc., dont le peuple marocain ne profite pas, mais qui sont exportés et quelquefois, ça provoque, alors que cette eau-là, normalement, elle pourrait éventuellement irriguer beaucoup plus de terrain pour des cultures pas très grandes consommatrices en eau, comme l'orge, comme d'autres cultures. Ça, je crois que c'est assez important quand même. Il faut peut-être sursoir enfin ce transport entre guillemets des phosphates de la région de Khouribga, de la région de Bnimir, de Mingrir, etc., vers la côte atlantique par siphonnage, c'est-à-dire en mélangeant ces phosphates-là avec de l'eau de barrages et de nappes phréatiques de régions agricoles. C'est quand même malheureux là, parce que ce projet-là, qui est normalement conçu pour des pays qui n'ont pas de problème d'eau, et il atterrit au Maroc et il prive une grande partie d'une région agricole de l'eau dont elle a besoin. Mais c'est pas le seul problème là, c'est que ce projet-là, enfin ce projet il est déjà en exécution, il a en même temps tué une grande réalisation qui faisait la fierté du Maroc et de la région, c'est le chemin à double voie de Khouribga à Casablanca pour le transport des phosphates et à une seule voie de Khouribga vers Ouazzem. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à ce chemin de fer-là après ce projet-là. J'espère qu'ils n'ont pas démonté les rails pour les vendre au kilo, parce que ce serait vraiment un crime. Ce serait vraiment un crime parce qu'il suffirait juste de prolonger à partir de Ouazzem vers Ben Saleh et vers Beni Mellel de cette ligne-là de chemin de fer sur un terrain qui est plat, ça ne nécessite pas un grand investissement. Et pouvoir l'utiliser ne serait-ce que pour le transport des agrumes au lieu de le perdre comme ça. J'espère que ce serait, mais malheureusement je crois que c'est un vœu qui va tomber dans l'eau du fait que du lobby de ceux qui ont investi dans l'autoroute
entre Barchid et entre Beni Mellel, ça va leur faire, ça va gêner à ce projet qui est déjà sur place. C'est dommage parce que le projet de chemin de fer, il va diminuer les accidents sur la route, il va diminuer le coût de transport aussi au kilomètre. C'est aussi un moyen de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il faut pas oublier ça non plus. Pour revenir à ce projet-là, enfin de transport des phosphates en les mélangeant avec de l'eau par siphonnage, l'eau, elle arrive. Bien sûr, ils disent qu'ils la filtrent et après ils la versent dans l'océan. Mais ce qui serait peut-être, si on pense vraiment à l'intérêt de la nation, c'est de créer, qui peut le plus, peut le moins. On a déjà créé enfin un chemin aller, il faut créer un chemin retour de cette eau-là vers la source et après, c'est-à-dire la repomper vers le Fqeb Saleh et la remélanger avec le phosphate et faire un circuit fermé au lieu de la gaspiller et de la jeter dans l'océan parce que ce n'est jamais à 100% phosphate free. Il y aura toujours des phosphates qui vont se jeter dans l'océan et qui vont créer une certaine pollution marine. Ben, sur ce, merci de m'avoir écouté et j'espère que si le sujet intéresse, je pourrai revenir sur certains de ces points avec beaucoup plus de détails et enfin et avec beaucoup plus de vulgarisation. Merci infiniment et au revoir. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays.